L'engouement un peu en France pour des trucs de jeux vidéo et tout, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal downfall. Il y a des gens qui passent à autre chose et tout. Et c'est vrai que je me demande que l'avenir de ça, c'est pas les musées. Ah, tu penses que c'est Apple qui a plagié Nintendo? Salut les broskis, ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, petite escapade encore, un petit sandwich merguez. Ouais, vas-y, on n'a pas le temps, il fait super froid. Ah, c'est vrai, t'as raison. Allez, on va se... Ah, oh là, putain. Bon, comment que ça va là? Bah, ça va tranquille. Toi, j'ai vu que t'étais allé à la Paris Games Week là. Enfin, ouais, j'y suis allé, c'est pas vraiment moi, mais... Ouais, bon, je peux dire que je suis allé quand même. Je peux le dire, Et c'était bien du coup? Non, c'était un peu je pense que c'était plus la Paris Games Week pour le coup. Et rien à voir avec le sandwich merguez. Ah ouais? Putain. Non, vraiment gaze, pas beaucoup de stands. Il n'y avait pas de Sony, pas de PlayStation. Ah bon? Ni d'Activision, ils étaient représentés par la Fnac. Il y avait juste Nintendo qui a joué le jeu et Asus qui a essayé un peu de carry Microsoft en présentant la ROG Ally X. Mais non, il n'y a que Nintendo qui était bien en fait. Mais bon, est-ce que ça veut pas dire aussi que c'est un peu la fin de la Paris Games Week? Parce qu'on voit la Gamescom et tout, ça se passe plutôt bien. Ouais. Et à la Gamescom, excuse-moi si je me trompe, mais c'est un endroit où justement t'as aussi des conférences des fois qui sont faites en même temps, alors que la Paris Games Week c'est pas le cas. Bah c'est vrai que la Paris Games Week c'était un peu la promesse d'une sorte de Tokyo Game Show, de Gamescom à la française, tu vois. Et maintenant de ce que tu me dis, ça a l'air d'être devenu nul à chier. Bah après ça a jamais vraiment été très haut, c'était vraiment... c'était ce qui est devenu... C'était commercial déjà. En fait, c'est ça de base, la Paris Games Week, ça existe suite au Festival du jeu vidéo et le Micromania Game Show. Ah oui, c'est vrai. Ils sont devenus du coup ensemble la Paris Games Week, ouais. Suite à la demande du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels vidéoludiques. Paris Games Week, pas beaucoup de choses. Et puis en fait, vu que c'est une semaine ou deux avant la sortie des jeux, des fois, il y a des jeux qui jouent genre une semaine à l'avance. Et tu sais que tu vas l'acheter la semaine d'après quoi. Donc là où un truc comme une Gamescom ou un TGS ou quoi, il y a encore un peu de délai, il y a 2-3 mois, ils ont le temps de teaser des trucs, ou alors des fois ils annoncent des trucs pour une sortie au printemps. Là pour le coup, je t'avoue, je suis un peu deck quoi. En fait je pense qu'il faut un peu remonter aux origines. Oui. Des salons de jeux vidéo parce que c'est vrai que nous en France on a toujours eu des événements publics assez commerciaux alors qu'à la base le jeu vidéo dans les salons c'était plus un truc comme la tech. Oui. Genre des trucs réservés à la presse, etc. Bah tu me parles de tech, moi je sais qu'à Paris, à la porte de Versailles, il y avait à l'ancienne, il y avait la Apple Expo, qui a un semblant de ce qu'ils faisaient déjà aux États-Unis, basé sur les Worldwide Developer Conference, qui eux-mêmes étaient un événement fait par Apple à côté de leur fameuse keynote de septembre et tout ça. Mais aussi du coup, vu qu'Apple, eux, ils participaient à un gros salon qui pour le coup est vraiment important, qui est le CES en fait. Oui, et le CES c'était un peu l'ancêtre de l'E3. Entre guillemets. Le 3 c'était à la base, c'était un peu là-bas, c'est ça, c'était un peu comme à une époque l'était le Comic Con à la Japan Expo, tu vois. Oui, c'était un peu le truc dans le coin, voilà les jeux vidéo, on met quelques consoles, quelques Game Gear, quelques trucs comme ça. Il y avait aussi le CTS à Londres, où là c'est assez marrant parce que si on mate des images d'archives et tout, on voit des vieux trucs, on voit même parfois des prototypes de jeux qu'on n'a jamais vu et tout. C'était un peu ça l'ancêtre de l'E3. Ouais. Et je crois que l'E3 c'est à partir de 98 ou 97. Ouais, c'est ça que ça a commencé un peu s'émanciper, prendre son envol, devenir indépendant, au lieu d'être au même endroit que le CES. Le 3 c'est à Los Angeles. Voilà, ils sont déportés à Los Angeles en tout cas. Et d'où les fameuses grandes affiches sur le Convention Center. C'est quoi le 3 qui a vraiment lancé un peu la hype du truc, sachant qu'à la base c'était vraiment un truc de journaliste et pas du tout ouvert au public? Je pense que c'est non seulement c'est l'enthousiasme et la flamme qu'a pris le jeu vidéo, l'influence, puis surtout qu'à l'époque de l'E3, c'était une grande époque où on sait que il y avait non seulement donc les développeurs de jeux, les éditeurs, mais aussi les journalistes, les médias quoi. J'allais dire surtout les constructeurs de consoles. Et à l'époque, t'avais Sega, Microsoft qui commençait à pointer un peu de son nez, mais qui prenait un peu la température. Là on parle plus de 2000-2001 là pour le coup. Il y a la fameuse photo avec les 4 affiches là avec. C'est pas l'affiche aussi où il y a Shadow là. Alors ça c'est
l'autre affiche à l'extérieur, ouais, avec le Convention Center, mais qui est incroyable. Et Non, tu vois, on en parlait la dernière Ouais. fois quand on parlait de la mort de Game One et de la disparition des médias mainstream jeux vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Les images qu'on avait de l'E3, bah du coup elles avaient vraiment cette espèce de valeur un peu sacrée. tu ouais. vois. Bah oui, c'était une capsule. Hein, C'est vraiment cette espèce de mec capitaliste du jeu vidéo où on avait vraiment les dernières news, les dernières infos et surtout les grandes annonces. Parce que c'était ça aussi qui était hype. C'est comme tu l'as dit, vu qu'il y avait la présence des constructeurs, Ouais. bah c'était eux aussi qui étaient un peu les chefs d'orchestre. Bah, quand ils avaient en fait des choses à vraiment ajouter, à évoquer, à présenter. Même à présenter, c'est là qu'on a eu la présentation de toutes les consoles. Alors, excepté peut-être la Xbox, je crois que Microsoft a fait son truc dans son coin. Ah ouais? Ouais, il y a un truc comme ça, ou même Sony aussi, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une petite annonce dans leur coin, et derrière, ils vont dire, bon, vous en aurez plus à l'E3, c'est vraiment la vraie grande annonce. C'est vrai que, par exemple, la génération 3.6, PS3, oui, bah, c'est là où on a eu toutes les infos à l'époque. La Nintendo Revolution, attention. Oui. Putain, ouais. C'était incroyable. Parce qu'en fait, vu que les informations avec les réseaux sociaux et tout ça, c'était pas encore démocratisé, il n'y avait pas encore vraiment de leak, à moins d'être dans littéralement dans le milieu et parler avec des gens du milieu et tout, tu vois. Mais du coup, chaque annonce était vraiment retentissante. Moi, je me souviens quand tu pouvais. Enfin, moi, j'avoue, j'ai pas eu tout le temps l'occasion de regarder Game One pour les E3, tout ça. Du coup, des fois, mes sessions de rattrapage, c'était quoi? C'était acheter les magazines JV, dont le magazine de Nintendo. Et moi, j'ai le numéro spécial sur la Wii qui, du coup, met toutes les features de la Wii qu'ils ont annoncées. Ils reviennent sur l'histoire de la révolution, nanana. T'avais même un DVD avec. Et en fait, c'est des reportages Game One dedans. Ah oui, oui. oui. Et en fait, ça revient là-dessus et ça te permet d'un peu avoir tout le lore. Mais c'est vrai que ouais, il y avait ce côté magique, c'est que des personnes bien précises qui pouvaient y aller et du coup, c'était un peu qui était responsable de dire ok, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup Et puis en termes de jeu c'était quoi. vraiment le rêve de tous les gens qui voulaient devenir journalistes jeux vidéo, Ouais. d'aller un jour à l'E3. C'est vrai que, comme on en avait parlé aussi dans la vidéo sur Game One, le moment où il y a eu l'arrivée des Cyprien Gaming et tout ça, entre du coup Jeux Actu qui ramène toute cette troupe-là, même des gens du Bagel et tout, qui commencent à aller à l'E3. Ah, ça foutait le seum. Ça foutait le seum et c'est là où on a commencé à sentir aussi un peu un downfall parce que à ce moment-là aussi, l'E3 ou l'E-Cube pour les puristes, ils ont commencé à être beaucoup plus ouverts et à beaucoup plus justement ouvrir au public. Bah, en même temps aussi, vu qu'il y avait beaucoup moins d'exclus Ouais. qui émanaient de l'E3 finalement, bah c'est là aussi que l'événement a commencé à devenir de moins en moins bien, Ouais. avec des conférences de moins en moins bien, même si en vrai, au fond, je les regrette. Bah, c'est vrai que les conférences où t'as un mec qui fait de la guitare pendant 10 minutes, Oui, ou les conférences de 3 heures de Sony, Ouais. quelque part ça me manque un peu. bah, il y avait avec les happenings et tout, enfin tout le côté vraie conférence, c'était stylé. On parle de jeux vidéo, mais même moi je repense aussi à les moments, les plantages sur scène qu'il y a chez Microsoft ou encore chez Apple, où t'as même Steve Jobs qui demande à la foule de couper le Wi-Fi pour dire bah attendez machin. Mais dans le jeu vidéo aussi, Ça faisait aussi émerger des figures. oui, t'avais les fulgurances par exemple, Reggie. Voilà, Bah, Reggie. Reggie, le fameux My Body is Ready, ça c'est un classique, tu vois. My body is ready. Ou le mec qui fait de la batterie sur Wii Music là, mais Ou quel dégaine. ou le mec de Konami là, complètement bourré là. Tu sais là. Extreme. Ou même le gars de chez PopCap là, Figure 2, tu vois. Oui. Tu vois, des trucs Ça comme c'est ça. un des derniers grands moments. Bah, le dernier grand moment pour moi c'est Keanu Reeves, Oui, c'est Cyberpunk, tu vois. C'était le où il dernier était torché. E3 ça. Bah, c'est le dernier E3 parce que ouais, 2019, parce que après Cyberpunk, et il y a eu le Covid. Et le Covid a changé quelque chose dans la matrice. C'est ça, sachant que avant la fin de l'E3, il y avait déjà eu des gros changements. Et je pense que c'est Nintendo qui a fait changer Ouais. le paradigme en fait. Nintendo en 2013 qui fait le premier Nintendo Direct. Ah c'était 2013. Ouais, c'est vraiment sa date, hein. C'est 2013, Nintendo fait ouais, on va passer en format full numérique. Et il y avait des gens à l'époque qui s'étaient plaints, qui avaient fait ouais, mais c'est trop con, on perd la magie Ah c'est du vrai. truc et tout. Mais en même temps, Nintendo, des fois il y avait des trucs qui buguaient en conférence. Ben ouais, mais après ça faisait partie aussi du charme. C'est ça. C'est le côté un peu overperform et tout. Mais Nintendo a pas mal innové là-dessus
sur le côté enregistré. Parce que 2013, je crois, c'était très sérieux. 2014, c'est le truc avec Robot Chicken, dont j'avais parlé d'ailleurs dans Toon Flex. Et après, 2015, c'était les Muppets. Enfin, non, c'était en mode Sesame Street Muppets. C'est ça, en fait, ils avaient commencé à faire des sketchs et tout. Et Nintendo qui faisait des sketchs à ce moment-là, c'était un peu ouais, on en a ras-le-bol de cette entreprise family friendly qui n'ose pas trop se mouiller. Bah là, ils ont fait l'inverse, ils sont pris au jeu, autodérision. À l'époque, c'était la grande époque dans Smash de putain, un jour on va avoir Reggie en personnage, vu comment il se met en avant. Oui. Et du coup, ils ont joué sur ça pour annoncer les Mi, tu vois. Ils étaient délus. Mais ils ont joué de ça pour annoncer les Mi dans Smash, et ça, c'est quand même. Enfin, pour moi, ça a été une preuve de. Ils ont eu le flair. Et qui a suivi, du coup, 2020, première conférence vraiment enregistrée, etc. Parce que du coup, personne n'avait prévu avec le Covid. Oui, et puis bon, il y a Reggie. Au passage. Reggie a quitté Nintendo, Satoru Iwata nous a quittés, littéralement. Aussi, et du coup, il y a eu un changement de casting. Il y a eu un changement de casting, mais ils sont restés sur le Nintendo Direct. C'est ça. Et est-ce que le reste de l'industrie a suivi? Pas directement. Je crois qu'ils ont plutôt joué sur de la com très briève, mais les premiers à faire vraiment des conférences à la Nintendo avec un peu de mise en scène ou quoi, en dehors de ça, c'est Apple. En 2020, avec les conférences développeurs, je les ramène beaucoup parce qu'il y a eu vraiment un avant-après Apple, dans le sens aussi de la mise en scène. Je dirais pas que c'est Apple qui a tout fait, au contraire, moi je pense juste que c'est Nintendo. Ah, tu penses que c'est Apple qui a plagié Nintendo? Je trouve qu'il y a un côté très Nintendo aussi dans leur keynote, mais ils ont rajouté leur sauce avec la mise en scène, etc. Exactement. Mais du coup, aujourd'hui, tu regardes des conférences, même le truc, bon maintenant c'est devenu un peu ringard ce que fait Devolver, mais ce truc-là, il y a un peu de cet élément-là. C'est vrai que Devolver, quand ils ont fait leur première fausse conférence un peu artsy et tout, tous les quadras ont été matrixés. Et on nous a pas lâché la grappe avec Devolver pendant 5 ans, avec leurs trucs pas drôles, prétentieux, péteux de merde. Mais la première fois, c'était sympa. Voilà. Non, mais c'est parce que c'était out of the box en fait. Forcément, quand tu pousses. C'est ça. Voilà. Il y a aussi eu ce qui a changé aussi un peu la méta, c'est l'arrivée des Game Awards. C'est vrai. Alors les Game Awards, est-ce que c'était pas déjà là, mais c'était pas utilisé pour faire des annonces, je crois. Au tout début. Ah si, quand même. Quand même, il y avait des annonces. Je crois que dès le début, il y a Phantom Pain. Ah, c'est vrai. Quand on savait pas que ça allait être un jeu MGS, qui faisait crarer que c'était un autre studio. Jeff, très fort ce Jeff. Alors, est-ce qu'on va bientôt pouvoir bouffer? Parce que j'ai froid. Moi j'ai vraiment faim aussi. Je n'en peux plus. En plus, il y a plein de noms à prendre resto là. Ah, il faut parler du coup de la Gamescom, que d'ailleurs Geoff Keighley s'est ramené dedans. Parce que maintenant il présente un show à la Gamescom, tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Il fait l'Opening Night Live, et le petit Jeff s'est permis d'avoir quelques annonces encore. Mais ouais, et puis le TGS évidemment, qui a le droit. Il n'y a pas eu de conférence cette année ou? C'est pas vraiment comme ça que ça se passe au TGS. À part les éditeurs japonais, certains qui aiment bien faire des trucs. En fait, vu que Sony aussi a changé sa com avec les State of Play. Ouais, ils ont suivi du coup. C'est ça, en fait, il n'y a plus d'événements comme ça vraiment sur scène. Le seul truc qui fait office d'E3 maintenant, c'est les Game Awards. Ouais. C'est le dernier truc, E3 Core. Ouais. Après, il y a des comptes comme le PC. PC Gaming Show là. PC Gaming Show. Ouais, mais c'est sur scène aussi ou c'est pas monté aussi, y a pas de mise en scène? C'est mis en scène en studio quoi. Ouais. Mais ça essaye de faire un peu le truc en mode. Et il y a aussi le Summer Game Fest aussi. Ah ouais, c'est vrai. En fait, oui, le nouvel E3. C'est le Summer Game Fest en fait. Ouais, mais c'est des trucs enregistrés sur plateau quoi. C'est ça, c'est des trucs préenregistrés. C'est plus un agrégat d'événements en ligne qu'un truc vraiment sur place en fait. Donc non mais la Gamescom ça a l'air d'être le seul salon maintenant vraiment intéressant pour avoir un peu de recul et tester des trucs. Pour par exemple tester, imaginons, encore une fois, je prends l'exemple de Nintendo, mais si on voulait tester le Kirby, c'était un des meilleurs salons pour le tester. Mais c'est vrai que maintenant il y a moins ce côté engagé comme avant. On va aller chercher le kebab et peut-être qu'on va aller à l'intérieur parce qu'on a froid. Et moi j'ai la main. Regardez ma main, comment elle est.
Oh, j'ai froid, putain. Putain, il fait froid. Hein. On était bien à l'intérieur. Ouais, on était bien, mais je vous cache pas que là, tourner ça en hiver, c'est une galère. Bon, alors du coup, on avait parlé de la JE. Oui, parce que en fait Nintendo ils sont à la JE depuis des années. Je sais que déjà même en 2012 ils avaient déjà un stand. Toujours les mêmes gars qui animent la scène. Genre il y a un gars, il est toujours là, donc respect à lui, je connais pas son blaze. Parce que le showman de Nintendo là qui anime la scène là, il y en a un, c'est un gars qui a les cheveux un peu longs, qui boucle un peu là. Ce mec là, il est là depuis 2012. Japan Expo il était déjà là, Paris Games Week 2012 il était déjà là, il était encore là cette année à la Paris Games Week. Et je t'avoue que quand je l'ai vu, j'ai fait ok, je crois que Nintendo ils sont quand même très très chauds parce que si t'as un mec il fait tous les événements pour eux et il change pas, c'est... L'engouement pour ce genre d'événement, j'ai l'impression qu'il a un peu baissé en France, même au niveau de la JE en général. Maintenant la JE c'est quand même un gros magasin géant et ils se font des thunes sur les stands des petits créateurs et tout. Ouais, et même les trucs événements comme il y avait avant, que ce soit les artistes qui venaient, les trucs énormes. Maintenant, t'as plus trop ça, parce qu'avant, t'avais ce truc de conférence, ou du moins, tu sais, de World Premiere. Et maintenant, soit ils vont aller aux États-Unis à l'Anime Expo. Ou alors en Allemagne. Et ouais. À De Comi, je crois que ça s'appelle. C'est un peu la JE de l'Allemagne et tout. Et en termes de fréquentation, vraiment, maintenant, ça baisse complètement la JE. C'est vraiment devenu l'Allemagne qui est le pôle des conventions, des salons et tout en Europe. Avec la Gamescom, c'est vrai ça. C'est ça. Ouais. L'engouement un peu en France pour des trucs de jeux vidéo et tout, j'ai l'impression que ça a quand même pas mal downfall. Ouais. Mais aussi parce que y a un vieillissement de la population, il y a des gens qui passent à autre chose et tout. Et c'est vrai que je me demande que l'avenir de ça, c'est pas les musées. Là, on va au parc de Belleville. Bon, moi, je vais faire un slam. Non, je déconne. Il y a le musée MO5 qui va ouvrir bientôt là. Et vers Disney, justement, il y a le projet Odyssée. Et là, il y a vraiment l'objectif de faire un turbo-lieu avec, je sais plus moi, des restos, des salles d'arcade, des machins et tout. Mais du coup, il y a cette volonté de quand même garder des lieux pour transmettre la culture JV. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que MO5, eux, ils veulent avoir plus un côté vraiment musée typique. Le côté artsy, le côté très... un peu institutionnel, un peu historique, parce que c'est une asso qui existe depuis longtemps. Là où le projet Odyssée, c'est plus commercial, un peu plus ton centre commercial. Mais je pense que c'est quand même fait sérieusement, tu vois. Ah, mais je dis pas le contraire. On peut faire un truc commercial et sans pour autant se dire vas-y, non, l'argent. Je pense qu'il y a quand même un côté passion et tout. Il y aura moins ce côté un peu institutionnel de alors me saviez-tu, la Vectrex, c'est cette console que tu peux retrouver dans cet endroit et tout. C'est ça. Ce qui est incroyable parce que MO5, quand moi je les ai interviewés là à la Paris Games Week, c'est quand même des bandeurs originels, on a parlé de shaders, de trucs comme ça, tu vois. Là où je pense que Odyssey c'est plus justement le daron qui a envie de dire à ses enfants allez tiens, vas-y, on va au centre commercial ou on va dans un grand centre d'activité et on se fait kiffer quoi. Parce que tu vois, je me dis peut-être que en France, le futur de cette culture-là, c'est que des darons et des daronnes amènent leurs enfants dans des musées comme ça, tu vois, et qu'ils fassent découvrir à leurs enfants le jeu vidéo, l'histoire des consoles, et peut-être que c'est ça qui donnera la génération de bandeurs de demain, tu vois. Et peut-être. Peut-être que les darons bandeurs d'aujourd'hui seront précurseurs, peut-être qu'ils seront la transmission de la Parce que tu vois, à génération. chaque fois qu'on fait ce format, on finit toujours par doomer. Eh oui. On était là en mode jeux vidéo, machin, acheter la Switch 2. Game One est mort, il n'y a plus de prêt JV, c'est finito, la culture JV et tout, tu vois. Et là, il y a une petite note d'espoir. Petite note d'espoir. Avec les musées. Putain, ça fait toujours gamberger le sandwich magasin. Putain, C'est déjà la fin de cette sandwich magasin, cette épopée où on parle encore une fois de choses avec de l'espoir. Ce sandwich-là, c'était un banger. Les frites, banger. Le pain, banger. Les merguez, banger. Est-ce qu'on n'a pas trouvé, pour le moment, celui qui détrône le Paris-Istanbul? Paris-Istanbul, moi j'aimais bien le côté un peu juteux de la merguez, mais c'est peut-être que c'est moi qui est fan des merguez Carrefour que tu mets au barbecue. Là, il y avait peut-être que ça se rapproche peut-être de la real merguez, mais les crudités étaient incroyables. Le pain était ouf. En tout cas, ça explose le merguez de l'autre fois là. Celui d'avant là, c'était catastrophique. Le mec était sympa, mais c'était catastrophique. Ça. Attends, j'ai un truc aussi à dire. La sauce algérienne, quel banger. Bah oui.
Bon bah sur ce, restez branchés Ludokino, abonnez-vous, suivez-nous sur les Mettez réseaux. la cloche Voilà. sur les réseaux. Si on est dehors dans le froid, c'est qu'on n'a pas d'argent pour un plateau. Donc Paris est notre plateau. Et voilà quoi, on fait des plans pour s'en sortir.